Costa Gavras, Frédéric Bono. Alors, c'est un grand privilège d'avoir le président et le directeur de la Cinémathèque française. Ça m'a paru logique aujourd'hui les inviter à nous raconter un peu le futur. Hier et aujourd'hui, la programmation est pleine de découvertes de la Cinémathèque française, notamment Vigo. Si Vigo existe, c'est grâce à la Cinémathèque française. Donc, ça me paraissait évident réfléchir un peu, vu qu'on est dans un moment d'énorme changement, comment la plus fameuse cinémathèque du monde regarde le futur. Costa et Frédéric n'ont pas besoin de présentation. Costa a été 2 fois président de la Cinémathèque, une première fois 82-87, et puis heureusement il est revenu en 2007. Et Frédéric a commencé à travailler à la Cinémathèque tout jeune, et puis a eu une belle carrière de critique de cinéma, d'animateur radio, avec une émission mythique, La Bande à Bono, et puis devenu directeur de Les Irrécoutables, et de 2015 est directeur de la Cinémathèque. Directeur général, pas partiel, général. Et alors, avant de commencer à parler de la Cinémathèque, je voulais vous interroger sur vous-même. C'est-à-dire, c'était la question que Peter Van Bach posait toujours dans ses rencontres, et je trouve que c'est une question très très bonne. C'est lesquels les films qui vous ont marqué? S'il existe, naturellement. Non, pas le film, ce sont des films, les films. Ça marche? Non. Si. C'est le sabotage d'une autre cinémathèque. Celui-là, probablement. oui, celui-là marche. Ouais, ça marche. Non, je disais, c'est des films, pas le film. Ce que je répète souvent, c'est que moi, je suis arrivé en France assez jeune pour faire des études, et j'avais une vision du cinéma tout à fait particulière. La Grèce étant un pays, disons, d'une démocratie très, très dirigée, on voyait que des films censurés. Et je suis arrivé à Paris, et les premiers films que j'ai vus à la Cinémathèque, en passant de la Sorbonne un soir, c'était Greed, c'était Les Rapaces de Vic von Stroheim, après une présentation très, très tonitruante et fantastique de Langlois. Voilà, c'était ma première. Et puis après, j'ai vu plein d'autres films, et je pense que tous ces films m'ont marqué profondément. J'ai vu les Renoirs, j'ai vu des films soviétiques, j'ai vu des films américains, je n'ai pas cessé d'en voir jusqu'au moment où j'ai décidé. Voilà. Donc je ne peux pas dire un film ou une image. On m'a souvent dit une image. Des images, il y a des milliers d'images. Bien sûr. Et Frédéric? Alors, si je dois répondre à cette question posée par quelqu'un qui s'appelle Gianluca à cause de Godard, eh bien, je pense que, comme les cinéphiles français de mon âge, je dis bien de ma génération, en fait, j'ai vu beaucoup de films à la Cinémathèque et dans les salles parisiennes du quartier latin, mais j'ai eu aussi la chance de voir beaucoup de films à la télévision. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais en fait, le cinéma classique, je l'ai découvert essentiellement à la télévision. Et puis un jour, j'ai vu un film qui, lui, n'était pas encore un classique, qui était un film moderne. Et donc peut-être le film qui a été le plus important pour moi de ce point de vue, c'est Ma nuit chez Maud, de Éric Rohmer. Parce que là, j'ai découvert que le cinéma pouvait avoir une proximité avec notre vie que je ne le soupçonnais pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que John Wayne dans Rio Bravo, mais on pouvait aussi faire du cinéma avec des conversations de table, mais des conversations intellectuelles que je pouvais
entendre dans ma famille, parce que je suis un fils de prof. Et Antoine Vitesse, dans le film de Romer, est prof de philosophie à Clermont-Ferrand. Moi, mes parents étaient professeurs d'histoire-géographie. Et donc, les conversations, les situations, les dialogues que je découvrais dans Ma nuit chez Maud de Romer étaient possibles. Par exemple, mon père disait si on a une R16, une Renault 16 noire, c'est parce que c'est celle de Jean-Louis Trintignant dans Ma nuit chez Maud. Donc il y avait comme ça une proximité, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que le très grand cinéma moderne, celui d'Éric Rohmer, n'était pas forcément quelque chose de lointain, c'est-à-dire avec l'exotisme américain ou même d'ailleurs avec la splendeur italienne, mais pouvait être quelque chose qui ressemblait aussi à la vie de tous les jours et qu'on pouvait faire du très grand cinéma avec ça. Tous les deux, vous êtes revenus à la Cinémathèque. Vous êtes venus une première fois dans des conditions très différentes. Frédéric tout jeune, je ne sais pas, premier emploi ou presque. Et toi, tu as été un président marquant de la Cinémathèque, mais tu as décidé de revenir. Donc, qu'est-ce qui représente la Cinémathèque au-delà de votre fonction? Je pense que votre biographie démontre qu'au-delà de vos fonctions, pour vous, la Cinémathèque représente quelque chose d'important. C'est montrer des films. Je ne l'ai pas inventé, c'est Langlois qui a eu cette idée. D'abord, sauvegarder les films, les réunir, les sauver, et puis les montrer, surtout les montrer. J'ai ces souvenirs d'étudiants voyant des films soviétiques ou américains avec des sous-titres japonais ou finlandais, et vice-versa. Et Langlois montrait tout. Tu es entré en quelle année la première fois à la Cinémathèque? La première fois, c'était en 56, 55, 56, voilà. Donc, montrer, sauvegarder les films et les montrer, diffuser. Mais je pense que nous arrivons à une période où les images jouent un tel rôle dans la société que les cinémathèques ne peuvent plus se suffire à un seul lieu. Il faut s'étendre, il faut agrandir, s'agrandir, il faut aller ailleurs. Mais ça, c'est peut-être on discutera plus tard. Ouais. Et toi, Frédéric? Parce que quand même, tu avais un autre travail, tu étais journaliste, affirmé, tu avais une carrière possible d'études, d'écrivain, et tu as décidé de revenir à la Cinémathèque. Oui, parce que évidemment la Cinémathèque telle que je l'ai connue d'abord comme spectateur et puis effectivement comme le mot est intraduisible en italien comme grouillot. Enfin, j'avais un tout petit job à la Cinémathèque française au début des années 90. Et effectivement, la Cinémathèque a totalement changé. C'est-à-dire que la Cinémathèque a connu Costa comme spectateur, ou même lors de sa première présidence, et la Cinémathèque d'aujourd'hui, l'ampleur, le volume sont des choses totalement différentes. Mais je pense que j'ai eu envie de revenir parce que ces problèmes que tu décris sont au fond les problèmes qui m'intéressent le plus au monde. C'est-à-dire que les problèmes de transmission du patrimoine cinématographique, les problèmes de comment montrer un film à un public nouveau, comment, par exemple, exposer le cinéma, puisque depuis en particulier l'installation à Bercy en 2005 de la Cinémathèque française, les expositions sont devenues très importantes pour nous. Comment passer le cinéma, comment parler, par exemple, en ce moment, nous faisons une intégrale de Maurice Stiller, comment expliquer Maurice Stiller à un public de 20 ans, de 30 ans ou de 40 ans. Je pense que si je réfléchis, ce sont les problèmes qui me passionnent depuis toujours. Sans doute parce que, comme toi, Gianluca, je considère insupportable un monde sans Maurice Stiller. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça mon problème. Moi, mon problème, c'est que je trouve le monde beaucoup moins intéressant sans les films et sans les grands cinéastes. J'ai besoin de ça. Donc, essayer de travailler pour qu'ils continuent de vivre, pour que leurs films continuent à être montrés, c'est effectivement la mission qui m'intéresse le plus. Alors, on est dans un moment de changement rapide, extrêmement rapide, dans lequel, peut-être en France moins, mais en Italie, par exemple, très fort, les cinémas est vraiment mis à l'écart.
Et on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas vraiment un futur pour les cinémas. Et donc, est-ce que dans une situation qui change si rapidement, dans un panorama qui a l'air plutôt tragique, est-ce qu'il y a un espace pour les cinémathèques? Oui, la preuve que la cinémathèque française a une très bonne situation. Mais je peux venir un peu en arrière. Je pense que le cinéma souffre dans les pays qui n'ont pas envie d'avoir un cinéma national. Tout au moins, les autorités politiques n'ont pas une préoccupation pour avoir un cinéma national. La différence avec la France, c'est que depuis la libération, depuis De Gaulle, l'idée était d'avoir un cinéma national. Et depuis, tous les gouvernements ont suivi cette idée. Et la cinémathèque a pu grandir et être celle qu'elle est, enfin, naître et puis grandir par la suite, et être ce qu'elle est aujourd'hui grâce à cela. Parce que c'est vrai que nous sommes une grosse cinémathèque avec 220 personnes et qu'avec les recettes, on ne pourrait jamais avoir la politique que la direction fait. Parce que je voulais préciser une chose quand même. Il y a un conseil d'administration qui a élu un président et nous sommes tous des bénévoles et il y a une direction qui dirige et qui choisit tout. C'est-à-dire le conseil conseille, les conseils supervisent, mais c'est la responsabilité de la programmation, c'est eux, c'est les messieurs-là. La seule chose que je dis dès que je suis arrivé à la Cinémathèque avec l'accord du Conseil, c'est que la Cinémathèque à Bercy, les nouveaux lieux sur lesquels nous sommes depuis 10 ans maintenant, doit dépasser, ou plutôt doit faire entre 350 et 400 000 spectateurs par an. Cinéma, exposition, bibliothèque, etc., chercheurs, etc. Voilà. Et nous sommes à ce point-là. Je pense qu'on a suivi cette politique et ça continue. Il y a eu des années où on a fait 500 000, mais c'était particulier grâce à des expositions. Donc, c'est un tout petit peu ça, le rôle. Alors, je voulais préciser les rôles, parce qu'il ne faut pas penser que moi, je décide telle ou telle chose. J'ai même un principe. Quand on me demande il faut faire ça sur un metteur en scène ou sur ceci, je leur passe la nouvelle et ils font ce qu'ils veulent. Il n'est pas question, le principe a été établi, ne pas intervenir auprès de la direction, auprès de la programmation pour telle ou telle chose. Voilà. Et puis, entre-temps, j'ai oublié le début de la question, le début de ma réponse. Le début de la question, c'est est-ce que le cinémathèque, dans un panorama général difficile pour les cinémas au point de vue international, disons, est-ce que les cinémathèques peuvent jouer un rôle? Mais je profite de ce que tu as dit pour dire une des aspects vraiment exceptionnels de la présidence de Costa, c'est justement le fait qu'un grand messier, un grand metteur en scène comme lui a tellement bien interprété son rôle et jusqu'où son rôle doit aller. C'est rarissime et donc vraiment Costa formidable et formidable à l'avoir très bien expliqué maintenant. Je pense que les cinémathèques aujourd'hui, tout au moins je veux parler surtout de la cinémathèque française que je connais bien. Bien sûr. C'est qu'elle est française mais elle est parisienne. Et c'est ma préoccupation, notre préoccupation depuis longtemps. Il faut l'étendre, il faut aller ailleurs, il faut trouver les moyens. Nous discutons actuellement pour un projet pour, en tout cas, une partie des grandes invités que nous avons et des grandes soirées avec des invités très importants, metteurs en scène ou acteurs que nous avons, les faire aller aussi dans la France, là où on peut, à travers le système numérique aujourd'hui. Et nous travaillons là-dessus, ça me paraît absolument indispensable. Un peu comme les Louvres Lens et absolument. La Cinémathèque Marseille. Parce que la première cinémathèque que j'ai connue à Palais de Chaillot, on faisait à peu près 90 000, 100 spectateurs par an. Depuis, comme vous avez compris, et je pense qu'il faut s'étendre. Parce que le rôle de la cinémathèque, c'est d'abord de présenter des films qui n'ont pas la possibilité de voir sous le grand écran et dans des conditions particulières les spectateurs, et plutôt les plus jeunes spectateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a Netflix. Alors, vous avez 1000 films, vous payez 15 € par mois, 15 combien, je sais même combien. pas. Voilà. Et vous avez 1000 films chez vous. Chez vous voyez 1000 films, ce que vous voulez. Je pense que ce n'est pas le rôle du cinéma, ce n'est pas le projet cinématographique
ni la philosophie du cinéma. Il faut le voir ici, sur les grandes salles, comme hier soir, parce que, et je termine, le cinéma peut être comme le théâtre ancien grec. Le théâtre ancien grec a été créé par pas les autorités. Les gens pouvaient y aller gratuitement, comme chez toi. Et ils étaient face à une œuvre, à l'œuvre de quelqu'un, ce qui leur permettait d'avoir une discussion entre eux, une réunion entre eux, quelque chose entre eux. Et après, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Mais on croit même dire que la démocratie grecque, enfin athénienne, a été créée comme cela grâce à ces relations-là, grâce à ce théâtre. Donc, le rôle aujourd'hui du cinéma peut être celui-là, parce qu'il a toujours joué un rôle essentiel dans la société depuis le début. Je dis souvent que c'est grâce au cinéma qu'on a connu les autres, ailleurs, qui viennent d'ailleurs. On a connu aussi nos corps nus. Nos corps nus parce qu'on les a vus sur l'écran. Ce qui était interdit par l'Église, par les autorités, par les moralistes, etc. Donc, et plein de choses comme cela. Et aujourd'hui, le cinéma peut jouer un rôle pour voir aussi nos démocraties, notre monde. Comme Costa a très bien parlé de son rôle, je vais essayer de répondre à ta question. Gianluca, tu as dit, dans une époque où le cinéma est mis à l'écart. Alors, il faut être honnête et dire que ça, ce n'est pas la situation française. C'est-à-dire que la France a beaucoup de chance. Il y a une politique publique en faveur du cinéma qui reste très forte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre qu'en France, le cinéma est mis à l'écart. Le cinéma français reste très fort en production, il reste très fort en salle, il reste très fort en fréquentation, et sa situation est sûrement unique en Europe. D'ailleurs, je vais faire rêver des collègues des cinémathèques du monde entier qui sont dans la salle. Il faut savoir quand même que la subvention, le budget de la Cinémathèque française est de 25 millions d'euros par an. Je vais m'évanouir. 25, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'évidemment, nous n'avons pas le droit de nous plaindre tellement. En revanche, nous avons le devoir d'expliquer ce que nous faisons avec cet argent. Donc le budget de la Cinémathèque, c'est 25 millions d'euros par an. Et sur ces 25 millions, 20 est donné par l'État, par l'intermédiaire du CNC, c'est-à-dire du Centre national du cinéma. Vous connaissez sûrement le système français parce qu'on essaie de le copier dans le monde entier, quand on peut, et on a raison de vouloir le copier, mais le principe, en gros, c'est que chaque billet de cinéma est taxé en France et que cette taxe, ces recettes, remontent directement vers le Centre national du cinéma qui redistribue. Ça, c'est le système français expliqué en une phrase. Hein. C'est naturellement plus compliqué que ça. Et dans cette redistribution sur la taxe, sur les tickets de cinéma, mais aussi sur les abonnements à Internet, maintenant les vidéocassettes n'existent plus, mais sur les DVD, les Blu-ray, les films à la demande, tout ça est taxé. Tout ça est taxé, remonte vers le CNC, qui ensuite redistribue dans la production, dans la distribution, dans les salles, et de façon minime, mais évidemment pour nous très importante, vers la Cinémathèque. C'est-à-dire que si la Cinémathèque vit plutôt bien avec un budget relativement confortable, c'est parce que toute la totalité du spectre cinématographique en France se porte bien. Et évidemment, ça repose sur un principe qui a toujours rendu les majors américaines absolument furieuses, c'est que quand on sort un aussi mauvais film que Wonder Woman, qui va faire en France, comme dans tous les autres pays du monde, 3, 4 ou 5 millions d'entrées, eh ben nous, les Français, on prend un peu de cet argent. Et il y a un tout petit peu de l'argent de Wonder Woman qui, à un moment, va arriver à la Cinémathèque française, ce qui nous permettra de mettre, par exemple, un peu d'argent dans la restauration de La Talente de Jean Vigo ou de Paparazzi de Jacques Rosier. Voilà, ça c'est le système français. Et par ailleurs, quand tu dis mise à l'écart, malgré ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'effectivement, nous voyons avec un peu de nostalgie, de mélancolie, que le cinéma a été au centre de la société, qu'il a vraiment été au centre de la société. Moi, quand j'étais enfant, le matin à l'école, on parlait du film qu'on avait vu à la télé la veille.
et tout le monde avait vu le même film. Et je pense que dans la salle, beaucoup de gens, en Italie, en France ou ailleurs, ont partagé cette expérience. Cette expérience-là n'existe plus, c'est clair. C'est-à-dire que, comme disent les jeunes, on ne débriefe plus dans les cours de récréation la charge héroïque, She Wore a Yellow Ribbon de John Ford. Ça, je pense que ça n'existe plus. En revanche, ce que je constate et qui donne quand même beaucoup d'espoir, c'est que je regarde ce qui marche le mieux à la Cinémathèque. Les 2 rétrospectives qui ont le mieux marché dans les 12 derniers mois à la Cinémathèque, la première, c'est Karl Theodor Dreyer, et la seconde, c'est Jean Eustache. On ne peut pas dire que ce soit des cinéastes faciles ou évidents, ou qui sont très faciles à appréhender. Main Street. Là, voilà. On vient à ta question, c'est à quoi sert une cinémathèque? C'est-à-dire montrer des films que le public n'a pas la chance de voir autrement et ailleurs, et de les voir dans l'ensemble de l'œuvre du metteur en scène. Ça, c'est essentiel. Oui, en même temps, aujourd'hui, je me souviens quand on a commencé le cinéma ritrovato, il y a 30 années, c'était impossible de voir facilement une rétrospective complète, par exemple de Dreyer ou de John Ford. Et c'était pour ça que Ci ha ritrovato a commencé pour pouvoir faire des rétrospectives complètes, pouvoir voir de belles versions de films qu'on avait vus dans des versions improbables. Aujourd'hui, probablement, on peut voir tous les films de John Ford sur le web et tous les films de Dreyer. Donc, en effet, les cinémathèques ont conquéri le monde, c'est-à-dire que le monde est devenu un peu une cinémathèque. Le web, c'est une immense cinémathèque, et chacun de nous, c'est un peu, a dans la poche une cinémathèque. Donc, dans ce monde c'est l'horreur, hein. qui a changé, oui, mais je ne suis pas pour ça, mais je sais, oui. Je dois un peu vous provoquer. Et est-ce que même s'il y a ça, les cinémathèques ont droit de vivre? Plus que jamais, à mon avis. Plus que jamais, dans la mesure où ils font le travail que tu fais, que d'autres cinémathèques font. Quand on voit un film comme celui d'hier soir, ou comme ce qu'on va voir ce soir, sur un grand écran, avec 3, 4, 5 000 personnes ensemble, c'est quand même une expérience unique. De même que quand on les voit dans une salle avec 200 ou 300 personnes. C'est une expérience tout à fait différente. Et il nous est arrivé à la Cinémathèque de voir les films de Sergio Leone, par exemple, que tout le monde connaissait, notamment les très jeunes. Et alors, quand il sortait de la salle, il disait « mais c'est pas ça ». Voilà, on découvrait autre chose. Ça, c'est un peu son rôle. C'est pour ça qu'à mon avis, le fait d'être limité, nous, on n'a pas à Paris des soirées comme celle, on ne peut pas les faire. Alors, il faut trouver d'autres moyens pour aller chez les spectateurs. Il ne faut pas seulement attendre que les spectateurs viennent sur la Cinémathèque, mais trouver les moyens d'aller à eux. Pour abonder dans le sens de Costa, mais vous le savez bien ici, l'important n'est pas la disponibilité. On a fini par comprendre ça. Parce que pour des cinéphiles de nos générations, bien sûr que la disponibilité était peut-être le critère le plus important. Comme des gens qui ont 30 ou 40 ans de plus que moi, j'ai pu rêver pendant des années sur un photogramme dans les livres de Sadoul. On ouvrait des histoires du cinéma, il y avait un tout petit photogramme, et on n'avait que ce petit photogramme pendant des années avant d'arriver à voir le film. Par exemple, je me souviens que, je crois que Bernard Martinan est dans la salle, il avait organisé une immense rétrospective Lubitsch au Palais de Chaillot, je crois que c'était en 83 ou 84, 85, 84, et j'avais vu Cluny Brown, La folle ingénue, en français, avec Charles Boyer et Jennifer Jones, de Lubitsch, avec des sous-titres en hindi. Ça, c'est vraiment, quand on raconte ça, on se dit... Mais ça, c'était pas dans les années 60, hein, c'était dans les années 80. Hein, c'était une mauvaise copie 16 mm avec des sous-titres hindi. Bon, eh bien, effectivement, maintenant, je peux taper Cluny Brown, et si on m'aide un peu, si on m'explique, je dois pouvoir le télécharger, même le voler très facilement. Mais on s'est aperçu que le problème n'était pas celui-là. Le problème, c'est qui va aller voir Cluny Brown si on ne lui dit rien. C'est-à-dire que la disponibilité des films sur le net n'est pas tout. Ce qui est tout pour nous, ce qui est devenu le plus important, et Bologne est peut-être l'exemple le plus flamboyant de ça, c'est l'acte de programmer. C'est-à-dire qu'il faut faire l'acte de programmer. Il faut dire,
peut-être que la chose la plus importante en 2017, en 2018, dans 3 ans, c'est de revoir les films de Ernst Lubitsch. C'est pas de revoir, c'est de voir, c'est de découvrir les films de Lubitsch. Et si les cinémathèques ne font pas cet acte de programmation, évidemment, ces films vont disparaître. C'est-à-dire que c'est là où notre rôle est essentiel d'abord. Ensuite, on peut parler des problèmes de restauration, de numérisation, de conservation. Mais d'abord, il faut un acte de programmer. C'est-à-dire qu'un programmateur dit, voilà, moi je considère qu'en septembre 2017, après le festival de Locarno, il y aura une intégrale des films de Jacques Tourneur à la Cinémathèque française. Et là, il y a 2 choses. Est-ce que tous ces films sont disponibles sur le net? Non. D'abord, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas tous disponibles et ils ne seront jamais tous disponibles. Et ensuite, on sait très bien qu'une rétrospective intégrale Jacques Tourneur, où tout d'un coup, en volume, ce n'est rien. C'est 200 personnes, 300 personnes, vont adapter leur emploi du temps, leur travail, leur vie de famille, pour voir tous les soirs à la Cinémathèque 2 films de Tourneur pendant un mois. Dans nos vies modernes, c'est presque une chose impossible. Mais ça veut dire que si 200 personnes arrivent à faire ça, sur ces 200 personnes, il y en aura peut-être 20 ou 30 qui écriront un article sur Tourneur, ou qui se diront qu'ils feront un livre, ou qui un jour feront des films. C'est-à-dire que cette chose qui est vieille, comme les cinémathèques finalement, n'a pas fondamentalement changé. Il faut un acte de programmation et il faut qu'un public réponde à cet acte de programmation en dégageant du temps. Parce qu'on sait que le cinéma, c'est le temps. Que la cinéphilie est quelque chose d'un peu asocial, que c'est du temps volé à la vie sociale, que c'est du temps volé à la vie professionnelle, à la vie familiale parfois. Et de ce point de vue-là, les choses ont totalement changé, mais en même temps, elles n'ont pas tant changé que ça. Et ça, finalement, eh bien, c'est très simple, nous sommes les seuls à le faire. Par exemple, à Paris, il y a encore plein de gens dans les institutions ou dans les cinémas d'art et essai qui travaillent remarquablement, mais est-ce que quelqu'un a les moyens et le public et les lieux, les salles, le système de sous-titrage, etc., pour montrer une intégrale Tourneur? Non. Qui peut le faire? La Cinémathèque française et le Centre Georges Pompidou, qui l'a fait il y a 10 ou 12 ans. Et c'est à peu près tout. Donc, évidemment, c'est là l'un de nos devoirs. C'est notre devoir. Parce que personne ne passera l'intégrale des films de Maurice Stiller à notre place. Personne ne passera même 1 ou 2 films de Maurice Stiller à notre place. Et donc, si nous ne le faisons pas, les films s'éteindront, cesseront d'être vus, cesseront d'être circulés, et on sait bien qu'une œuvre d'art qui n'est plus regardée ou qui n'est plus lue ou qui n'est plus écoutée est morte. Il est vrai aussi, je voudrais ajouter une chose, c'est que la force que nous avons ne nous appartient pas entièrement. Nous avons cette force parce qu'il y a des gens qui vont au cinéma en France. Il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma. Les chiffres sont assez bien connus, 220 millions par an. Et c'est vrai que cela nous permet d'exister, parce que s'il y avait 20 millions de personnes qui allaient au cinéma et qui avaient seulement quelques milliers à la Cinémathèque, on n'existerait pas. Alors, il est vrai aussi, cela se fait parce qu'il y a eu les cinémathèques, il y a eu cette volonté d'avoir une grande cinéphilie, il y a eu ce travail sur le cinéma en France, par les revues, par les travaux sur le film, et nous bénéficions aussi de cela, n'est-ce pas, énormément. Bien sûr. En France, il y a encore 210 millions d'entrées par an dans les cinémas. 210 millions d'entrées, c'est beaucoup. Mais la Cinémathèque, c'est 210 000 tickets. Ça donne une idée des... Oui, évidemment, vu de l'extérieur, la France est vraiment unique au monde. Et surtout, comparé par exemple à l'Italie, il y a une grande différence, c'est-à-dire en France, il y a la profession. Et la Cinémathèque fait partie de la filière du cinéma. Chose qui est, par exemple, en Italie, ce n'est pas le cas. Le travail de conservation, en général, n'intéresse pas du tout la profession, ni vraiment les metteurs en scène, je dois dire, en général. Et la profession en France est capable de faire, même avec des approches très différentes, mais quand même avec des intérêts et des idées très différents, et un degré de s'unir pour obtenir de l'État
des immenses changements. En Italie, c'est impossible. Donc, quand tu as très bien raconté la particularité de la loi française et du fait qu'essentiel, c'est la taxe sur les tickets et que ça, c'est la base du financement du CNC. En Italie, il y a quelques années, un ministre a proposé de faire ça et les exploitants ont dit non parce qu'ils ont dit non, on va perdre de l'argent et ils n'ont pas compris que c'était les points essentiels pour bâtir l'autonomie de la profession cinéma de la politique. Donc, c'est vrai, la France fait un peu bande à part. Peut-être les États-Unis sont un peu comparables parce qu'aux États-Unis, par exemple, le projet de Scorsese, la Film Foundation, a été capable de réunir les très grands maîtres du cinéma américain pour convaincre les grands mécénats à mettre de l'argent pour restaurer le film. C'est un projet qui existe depuis plus que 25 années et c'est la démonstration que la profession peut jouer un rôle essentiel pour la conservation et la transmission du patrimoine. Donc, je reviens à ce que disait Costa sur le fait qu'il y a une volonté française d'avoir son propre cinéma. Dans la plupart des pays européens, n'est pas comme ça, n'est plus comme ça. Mais maintenant, on est dans les derniers 22 minutes, donc on va vous écouter sur les grands projets, c'est-à-dire si vous regardez les prochains 20 années, quels sont les grands projets au point de vue siège, dépôt, collection, relation avec public, comment exposer. La cinémathèque travaille à 360 degrés, donc je ne crois pas que 20 minutes seront suffisantes, mais au moins nous donner quelques pistes sur comment vous voyez les futurs. Je peux commencer si vous voulez, Costa, mais en un mot, oui. le plus important, il me semble, et les pouvoirs publics en France en ont pris conscience assez vite. L'histoire de la France, quand même, en un mot, parce qu'on n'est pas toujours des génies, loin de là, c'est qu'on a attendu très longtemps avant de déclencher le sauvetage. Oui. C'est-à-dire que le plan nitrate, ça n'existe quand même que dans les années 80. Voilà. Avant, il n'y a rien. Et donc, on dit que Langlois est terrible, ne range pas ses affaires, ne sait pas les films qu'il a, etc. Mais s'il y a quelque chose qui a changé, c'est ça, essentiellement. C'est-à-dire que Langlois collectait, faisait du sauvetage, et il le faisait plutôt très très bien, et on ne lui donnait absolument pas les moyens, ensuite, de classifier, de